Bon, moi, je voudrais remercier l'équipe du club de m'avoir invité. J'ai posé la question à mon collègue Yvan, lui aussi jeune retraité, quand est-ce que le club avait démarré, parce qu'on a été tous les deux impliqués dans le début du club et ça remonte au moins à 1987. Donc, on a été à l'origine du club. Au départ, c'était les profs qui l'organisaient, puis avec le temps, il s'est avéré que c'était bien mieux quand c'était les étudiants qui l'organisaient. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du problème de la galerie d'art. Je vais commencer par énoncer le problème, mais ça peut avoir l'air drôle comme sujet, donc je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Donc, le problème, étant donné une galerie d'art, alors nous, on est en mathématiques, ça va être un polygone. J'ai n côtés. Je me demande combien il faut que je mette de gardes ou bien de caméras de surveillance pour surveiller l'ensemble de la galerie. Alors ici, si vous cherchez, il n'y a pas moyen de mettre une seule caméra et de surveiller l'ensemble. Si j'en mets une ici, je vais surveiller toute cette partie-là. Et puis si j'en mets une deuxième ici, je vais être capable de surveiller le reste. Donc pour cette galerie, j'ai besoin d'au moins 2 caméras. Bon, cette galerie, elle a 11 côtés. Ici, j'ai besoin de 2 caméras, mais il y a des galeries à 11 côtés qui vont avoir besoin de plus que 2 caméras. Donc, le problème, c'est si je n'ai pas la forme de la galerie exacte, mais je sais qu'elle a n côtés, est-ce que j'ai un nombre minimum qui marche pour toutes les galeries à n côtés? Donc, on cherche une réponse qui ne dépend pas de la forme du polygone, mais juste du nombre de côtés. Donc, on cherche un nombre Kn, tel que toute galerie à n côtés puisse être entièrement sous surveillance avec Kn caméras. Ça ne veut pas dire que toutes les galeries à n côtés, je vais avoir besoin d'exactement ce nombre-là. Il y en a qui vont avoir besoin de moins. En fait, j'ai découvert ce problème-là récemment et moi, je m'occupe de la Journée internationale des mathématiques. C'est le 14 mars. 14, si vous écrivez la date en anglais, c'est 3-14, donc c'est le jour de pi. Et je cherchais des activités qui soient bonnes pour différents groupes d'âge. J'ai découvert cette activité-là qu'on peut discuter avec des gens du secondaire, mais qui est devenu un sujet de recherche. Donc, il y a tous les niveaux, avec autant le niveau élémentaire que le niveau très avancé. Donc, la question, elle a été posée en 1973 par Victor Klee. C'était Vasek Shaftal qui lui a demandé un problème intéressant. Alors, Shaftal a donné une solution dès 1975, mais la question a passionné la communauté de géométrie algorithmique. Géométrie algorithmique, c'est des gens qui travaillent sur des algorithmes de géométrie, donc c'est des gens qui sont mathématiciens, mais qui sont, je dirais, à mi-chemin entre les mathématiques et l'informatique. Ça, on peut aussi les voir comme des informaticiens théoriques. Alors, c'est devenu un sujet de recherche. Il y a beaucoup d'articles de recherche là-dessus. Et ça étudie beaucoup de questions reliées à ça et également des algorithmes pour... Alors, les algorithmes, eh bien, si j'ai un très grand nombre de côtés, comment est-ce que je fais pour trouver la solution? C'est également un sujet dont, je dirais, les méthodes de solution sont peut-être encore plus intéressantes que la question posée. Et peut-être à l'intérieur de votre bac, une des grandes choses que vous allez apprendre, c'est la polyvalence des outils mathématiques. Les outils mathématiques, vous avez des outils de base, et puis on peut les utiliser dans plein de contextes différents. Donc, ils sont très puissants. Et c'est un petit peu... les méthodes qui apparaissent ici. Alors, dans le grand problème, je peux placer, tel que je vous l'ai énoncé, a priori, je peux placer mes caméras n'importe où dans la galerie, mais dans le problème qu'étudient les scientifiques, le problème de la galerie d'art, on se contente de caméras placées à des coins, à des sommets du polygone. Ici, si vous regardez, donc ce polygone, c'est la même chose. Ici, j'ai comme épaissi les murs de la galerie et je vais me limiter à des caméras qui sont à des sommets du polygone.
Alors ici, si vous regardez cet exemple-là, j'ai une galerie qui a 42 côtés, si je les ai bien comptés, et 4 caméras suffisent pour surveiller toute la galerie. Vous voyez que celle-ci ne peut pas surveiller ici, mais celle-ci va faire l'affaire. Le problème, il n'y a pas c'est clair pour tout le monde, c'est quoi le problème? Okay. Alors, la borne minimale, je vais l'appeler grand Kn. Donc, on va vouloir déterminer cette valeur-là. Et alors, on procède, une des techniques pour déterminer une valeur, c'est de procéder en 2 temps. Mais d'abord, on va regarder des exemples, puis on va dire Kn, il faut qu'il soit au moins ça. Par exemple, dans mon exemple tout à l'heure, j'avais 42 copies, 42 côtés, j'avais 4 caméras. Donc, K42, c'est au moins 4. Donc, on essaye de faire le plus possible des exemples où on a besoin de beaucoup, beaucoup de caméras. Ça nous donne un candidat grand N. Donc, on sait que si on a des exemples où on a besoin de grand N, de petit n, ma borne minimale, elle est au moins ce nombre-là. Et une fois qu'on a notre candidat, eh bien, on va montrer, donc pour montrer que notre candidat, c'est la bonne valeur, on va montrer l'inégalité dans l'autre sens. Donc, on va explorer des exemples. Et alors, l'exemple le plus simple de polygone, c'est un triangle. Eh bien sûr, une seule caméra suffit. Et plus que ça, je peux placer ma caméra à n'importe quel sommet du triangle. Si je regarde un quadrilatère, ici, je peux placer ma caméra, une seule caméra suffit toujours. Ici, je peux la placer à n'importe quel sommet. Ici, je ne peux pas la placer à n'importe quel sommet. Ce sommet-là ne convient pas. Ce sommet-là ne convient pas, mais je peux la placer là. J'aurais pu la placer là aussi. Donc, j'ai plusieurs. La solution n'est pas toujours. Donc, 4 côtés, une caméra suffit. Si j'avais un polygone convexe, ça veut dire si je prends 2 points, le segment est dedans. Bon, j'aurais dû. Peut-être je veux reculer. Celui-ci est convexe, celui-ci est non convexe. Si je prends ces 2 points-là, le segment sort du polygone. Donc, si c'est convexe, a priori, n'importe quel point peut voir tout l'intérieur. Donc, dès que mon polygone est convexe, une seule caméra. On peut couvrir tout pentagone avec une seule caméra, mais ce n'est pas immédiatement. Ici, je vous ai donné 2 exemples. C'est qu'on peut avoir. Ce n'est pas immédiatement évident, mais a priori, c'est ça. Si vous essayez de tracer toutes les sortes de pentagones qui ne sont pas convexes, vous allez voir que toujours avec une caméra, ça va fonctionner. Donc, 5 côtés, une caméra. Maintenant, ici, j'ai 6 côtés, un hexagone. J'ai besoin de 2 caméras. Ce n'est pas l'unique manière de les placer. Je pourrais en mettre une ici, mais ça ne change rien que celle ici ne va pas pouvoir surveiller ici. Il m'en faut un minimum de 2. Donc, 3 côtés, une caméra, 4 côtés, une caméra, 5 côtés, une caméra, 6 côtés, 2 caméras. Bon, on pourrait continuer 7 côtés, 2 caméras. Dans nos exemples, la formule, alors ça, c'est la partie entière de n divisé par 3. La partie entière, ça va pour tout le monde, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à n égale 3. Donc, cette formule-là fonctionne pour nos exemples, et puis ce qu'on va voir, c'est qu'elle fonctionne toujours. Je vous ai dit qu'on procède en 2 temps. Donc, est-ce qu'on peut prendre moins que n sur 3 caméras? La réponse, c'est non. Ici, j'ai 15 côtés. Je ne peux pas faire mieux qu'avec 5 caméras. Vous voyez, j'ai mis 15, mais j'aurais pu mettre une dent de plus. Donc, a priori, je peux mettre 3 n côtés. J'ai besoin de n caméras.
Et puis, si je voulais rajouter 16 côtés, ben, ou 17 côtés, ben, j'ai juste à mettre des petits côtés ici. Donc, je ne peux pas faire mieux que partie entière de n sur 3. Donc, je sais que Kn, eh bien, c'est au moins la partie entière de n sur 3. Et puis, il faut montrer que, eh bien, avec la partie entière de n sur 3 caméras, je peux toujours surveiller l'ensemble de la galerie. Alors, la première preuve de Schwatal était assez technique, mais quelques années plus tard, Steve Fisk a donné une preuve dont la méthode est très intéressante. Alors, dans un premier temps, donc rappelez-vous ici, dans ma galerie, donc mon polygone, c'est le contour de la région blanche. Eh bien, je vais diviser ce polygone en triangles dont les sommets sont des sommets du polygone. Donc, vous voyez, ici, je mets un triangle, ici un autre. Donc, si vous regardez avec les traits que j'ai mis, l'intérieur du polygone, c'est une réunion de triangles. Et tous les sommets des triangles sont des sommets du polygone. Bon, je l'ai fait. Est-ce que je peux toujours le faire? Sur l'exemple, on voit que ça marche. Dans un deuxième temps, eh bien, dans chaque triangle, je vais colorier les 3 sommets de 3 couleurs différentes. Donc ici, rouge, bleu, vert. Alors ici, si je regarde ce triangle-là, il a déjà un sommet vert, un sommet bleu, donc je n'ai pas le choix, le rouge. Et puis, je continue. Donc, si vous regardez, chacun, dans tous les triangles que j'ai ici, les 3 sommets sont coloriés de 3 couleurs différentes. Alors maintenant, si vous regardez, si je mets mes caméras à n'importe laquelle des couleurs, je peux surveiller chacun des triangles. Donc, je peux surveiller l'ensemble de la galerie. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Bien, je vais choisir la moins utilisée. Puisque la somme des nombres des 3 couleurs, ça me donne n, bien, la moins utilisée, elle va apparaître au plus la partie entière de n sur 3. Ça va? Donc, vous voyez que l'idée est très astucieuse. Et puis, bon, l'idée, je vous ai dit, on divise en triangles et puis on colorie. Ça donne une solution. Ça ne donne pas toujours la solution optimale. Si vous regardez la solution que j'ai ici, donc si je prends, je ne sais plus c'était laquelle la couleur 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'ai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, j'ai 12 rouges et peut-être 11 d'une autre couleur. OK, c'est 11 ou 12. Supposez que vous mettiez vos caméras en rouge. Vous en avez trop. Vous en avez 12. J'ai vu que 4 suffisent. Plus que ça, si vous regardez ici ma solution avec 4 caméras, bien, l'algorithme que j'ai donné, les caméras, celle-là qui était rouge, elle apparaît vert ici. Donc, ça semble un peu contradictoire que l'algorithme ne donne pas. Ah oui, OK, je vous l'avais écrit. Donc, ici, n égale 42. Le rouge apparaît 12 fois, le vert 13 fois et le bleu 17 fois. Donc, on va placer les caméras, il y a une coquille, au sommet rouge. La couleur qui apparaît le moins. Alors, pourquoi est-ce que je pouvais avoir que les caméras dans la solution optimale n'étaient pas nécessairement au point que j'avais déterminé dans mon algorithme? Eh bien, en fait, c'est que la triangulation n'est pas unique. Alors ici, j'ai une première triangulation, en voici une autre, puis vous pouvez en construire plusieurs des triangulations, il n'y en a pas une seule. Alors, si je prends ma deuxième triangulation et que je fais la même chose, celle-ci, elle va fonctionner que les caméras de la solution optimale sont toutes ici. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, ça, je n'ai pas vu de preuve. Maintenant, donc, ça semble facile, mais pour un mathématicien,
OK, dans votre cas, je vous donne la galerie, vous êtes toujours capable de la diviser en triangles. Mais pour un mathématicien, on veut faire une preuve que c'est toujours possible. Donc, la première étape, c'était de diviser le polygone en triangles, dont les sommets sont aussi des sommets du polygone. Et puis la deuxième, c'est de colorier les sommets du polygone avec 3 couleurs, de telle sorte que les sommets soient 3 couleurs différentes. Alors, en fait, diviser un polygone en triangles, c'est une méthode, je vous ai dit des méthodes universelles. C'est un problème très, très, très important en mathématiques. N'importe qui va faire, d'ailleurs, si vous voulez étudier l'écoulement d'un fluide, vous allez avoir des équations aux dérivées partielles, puis dans votre région, vous allez la diviser en triangles. Donc, on fait appel algorithmiquement à des méthodes très importantes du point de vue des mathématiques. Dans les 2 cas, la preuve se fait par récurrence. Tout le monde a entendu parler de récurrence, c'est-à-dire qu'on suppose que c'est vrai pour des polygones avec moins que n côtés, puis là, on montre que c'est vrai à n côtés. Alors, on va parler de la triangulation. Donc, c'est toujours possible pour un triangle. Et maintenant, dans l'induction, on va supposer que c'est vrai pour tous les polygones à moins de n côtés. Et puis, on va regarder un polygone à n côtés. Et maintenant, je prends 3 sommets consécutifs. Bon, je peux les choisir au hasard. Je prends les 2 sommets externes, je joins la diagonale. Si la diagonale est à l'intérieur du polygone, j'ai gagné. Parce que là, donc, j'ai divisé mon polygone en 2 parties. Celui-ci a un côté de moins. Je peux appliquer l'hypothèse d'induction et je sais qu'il existe une triangulation. Et je rajoute ce triangle-là et ça me donne une triangulation. Ça va? Sinon, supposez que j'ai choisi ces 3 sommets-là. Je trace la diagonale, elle n'est pas dedans, donc ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parallèlement à cette diagonale-là, je vais me rapprocher du sommet avec des droites parallèles. Puisque ça ne marche pas, c'est que je vais attraper à un moment donné un sommet. Alors, en fait, je vais me rendre jusqu'au sommet qui est le dernier que je rencontre avant celui-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre une diagonale ici. Et alors maintenant, donc une fois que j'ai pris cette diagonale ici, eh bien, j'ai divisé mon polygone en 2 polygones qui ont moins de côtés. J'applique l'hypothèse d'induction. Chacun, je peux le diviser en triangles. Et puis, ça va me donner une triangulation pour l'ensemble. Donc, ça, c'est bon pour la triangulation. Maintenant, la deuxième étape, on veut montrer qu'on peut toujours colorier avec 3 couleurs. Alors, a priori, quand moi je le fais, qu'est-ce que je fais? Je prends n'importe quel triangle, je le colorie avec les 3 couleurs. Et puis maintenant, regardez ici, rouge et vert, j'ai juste un choix, rouge. Ici, rouge et vert, je vais être obligé de mettre bleu. Ici, rouge et bleu, je vais être obligé de mettre vert, etc. Donc, on va s'en aller de proche en proche. En fait, oui, c'est ça qu'on fait, mais il faut vérifier que quand on fait ça, on s'en va d'un côté, on s'en va de l'autre. On ne va pas arriver à des incompatibilités. C'est des choses qui pourraient arriver, que ça fonctionne. Donc, c'est ça qu'on veut montrer, qu'on n'aura pas d'incompatibilité. Alors là, encore un autre outil intéressant des mathématiques, c'est la théorie des graphes. Je pense que même ceux qui commencent le bac, vous avez peut-être déjà vu des graphes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la triangulation de mon polygone et puis je vais prendre un point dans chaque triangle et ça va être les sommets de mon graphe. Alors, un graphe, c'est que j'ai des sommets,
un ensemble de points, et puis j'ai des arêtes entre les points. Donc, voici les sommets. Et maintenant, regardons ces deux sommets. Ils appartiennent à deux triangles qui partagent une arête. Donc, je mets une arête entre les deux sommets. Alors, ce graphe-là, il a une propriété très particulière. C'est ce qu'on appelle dans les graphes un arbre. C'est qu'il n'a pas de cycle. Vous pourriez imaginer un graphe où j'ai des arêtes. Et puis, hop, ça vient fermer. Si vous essayez d'y penser, si je me promène sur mon graphe, si, par exemple, je coloriais mes triangles. Si je me promène ici, j'ai colorié celui-là, ça me dit comment colorier celui qui touche, qui touche, qui touche, qui touche, qui touche, qui touche. Si jamais je fermais, de ce côté-ci, ça me force de couleurs, de ce côté-ci, ça me force des couleurs, je peux avoir une incompatibilité. Si je n'ai pas de cycle, j'en aurais pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cycle? Eh bien, si on avait un cycle, imaginez que ça se referme ici, eh bien, il faudrait qu'il entoure un sommet de la triangulation. Parce que regardez, chaque fois de chaque côté, j'ai des sommets ici. Donc, si ça se refermait, eh bien, j'aurais un sommet de la triangulation. Mais ce serait un sommet de la triangulation à cause de la forme du graphe qui serait à l'intérieur du polygone. Or, j'ai choisi que tous les sommets des triangles, ils sont sur la frontière du polygone. Donc, ça me donne une contradiction. Et donc, je n'ai pas de cycle. Alors, ce sont les cycles qui pourraient engendrer des incompatibilités. Ici, ce qu'on a montré avec cet argument simple, avec les graphes, c'est ce qui s'appelle le théorème des oreilles. Alors, le théorème des oreilles, il dit que dans une triangulation d'un polygone, on a toujours au moins deux oreilles. Et une oreille, c'est quoi? C'est un triangle de la triangulation dont deux côtés sont des côtés extérieurs du polygone. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai fait la preuve par induction, j'ai dit je choisis trois sommets, soit la diagonale est à l'intérieur, soit mais si j'avais choisi tous les ensembles de trois sommets, j'étais sûre qu'au moins à deux endroits, j'aurais pu trouver trois sommets consécutifs où j'aurais eu le premier cas. Pourquoi ça? Eh bien, si j'ai un arbre, donc un arbre, c'est que vous dessinez, c'est ça, vous dessinez des segments, eh bien, vous avez toujours des extrémités des branches. Une extrémité un arbre, ça pourrait être juste un ensemble de segments comme ça, mais je peux mettre, à ce moment-là, j'ai deux extrémités, mais je peux rajouter des branches. J'ai au moins toujours deux extrémités de branches. Et donc, je vais toujours avoir au moins deux oreilles. Alors, c'est un des théorèmes en triangulation, le théorème des oreilles. Maintenant, il y a un cas particulier intéressant, c'est le cas des polygones orthogonaux. Donc, si vous regardez ma première galerie, c'était celle-ci, ou ici, en voici une autre, c'est que tous les côtés sont parallèles à deux directions, donc tous les angles intérieurs, c'est soit pi sur 2, soit 3 pi sur 2. C'est quelque chose d'ailleurs qui est très courant dans une galerie d'art. En général, dans une galerie d'art, c'est un bâtiment dont l'extérieur, la section est un rectangle, et puis vous avez des murs qui séparent les salles, donc c'est assez naturel. Alors, dans ce cas-ci, on peut avoir une meilleure borne que la partie entière de n sur 3. Donc, cette borne, pour ces galeries spéciales, je vais l'appeler Ln. Donc, c'est le nombre minimal de caméras nécessaire pour couvrir toute galerie orthogonale à n côtés avec des caméras situées au sommet du polygone.
Alors, un théorème de 1980, Kahn-Clow. Clow est d'ailleurs, je crois, une mathématicienne en Ontario, Kleitman. Eh bien, cette borne, c'est la partie entière de n sur 4. Les idées de la preuve, eh bien, vous allez voir qu'elles ressemblent beaucoup à celles qu'on a utilisées. Eh bien, tout polygone orthogonal peut être décomposé en quadrilatères convexes dont les sommets sont les sommets du polygone. Alors voici, si vous regardez ici, j'ai des quadrilatères convexes dont les sommets sont des sommets du polygone, ici, etc. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement colorier les sommets du polygone avec du polygone avec 4 couleurs, de telle sorte que tous les sommets de chaque quadrilatère soient de couleurs différentes. Et alors, on va placer les caméras au sommet dont la couleur apparaît le moins souvent. Donc, vu que j'ai 4 couleurs, n sommets, eh bien, a priori, il va y avoir une couleur qui va apparaître au plus la partie entière de n sur 4 fois. Bon, la décomposition en quadrilatère convexe, c'est la partie la plus difficile de la preuve, et celle-ci, je vais la sauter. Peut-être que j'aurais pas dû, ça dépend du... J'aurais peut-être eu le temps, mais j'ai fait le choix de la sauter. Et maintenant, si on pense à colorier les sommets de 4 couleurs, eh bien, pourquoi est-ce que c'est toujours possible et qu'on n'aura pas d'incompatibilité? Eh bien, c'est le même argument de théorie des graphes. Je peux prendre un graphe où je prends un point à l'intérieur de chaque quadrilatère, et puis je peux tracer une arête entre 2 points si les 2 quadrilatères partagent un côté. Ça veut dire que mettons que ce quadrilatère-là, je lui colorie ses 4 côtés. Et maintenant, je dois colorier celui-là. Il partage ce côté-là, donc il me reste 2 sommets. Eh bien, je dois utiliser, le rouge et le vert sont utilisés, je dois utiliser le jaune et le bleu. Je dois colorier ici, il partage 2 sommets bleu et jaune, donc je dois utiliser le vert et le rouge. Ici, j'ai utilisé le vert et le rouge, donc je dois utiliser le rouge et le jaune. À chaque fois, bien sûr, j'ai des choix possibles. Pourquoi? Donc, c'est comme si on parcourt toutes les arêtes du graphe pour colorier de proche en proche. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'incompatibilité? Eh bien, c'est le même argument que tout à l'heure. Ce graphe n'a pas de cycle. Si je parcourais comme ça, c'est ça, si je parcourais un chemin, si ça se refermait, ça devrait contenir un sommet du polygone qui serait à l'intérieur du polygone, enfin, le sommet de la triangulation qui serait à l'intérieur du polygone. Or, tous les sommets de la triangulation sont sur l'extérieur. Donc, vous voyez que le même argument permet de garantir qu'on va pouvoir toujours colorier avec 4 couleurs. Dans la décomposition, c'est ça la partie difficile quand on décompose en quadrilatère, c'est qu'il faut que les quadrilatères soient convexes. Parce que si à un moment donné, j'ai un quadrilatère qui n'est pas convexe, eh bien, je ne peux pas toujours utiliser la couleur la moins utilisée parce que je ne peux pas placer ma caméra à n'importe quel sommet du quadrilatère. Donc, c'est très, très important que les quadrilatères soient convexes pour que si je dis, par exemple, que c'est la couleur jaune qui est la moins utilisée, bien, je veux que si je mets une caméra au point jaune, ça couvre tout le quadrilatère. Donc, et ici, je voulais dessiner, quand j'ai moi-même fait les figures et que j'ai voulu dessiner la décomposition en quadrilatère, si on ne fait pas attention, tout à coup, ça ne marche pas, on se retrouve avec des quadrilatères qui ne sont pas convexes. Donc, ce n'est pas automatique
autant c'est facile de diviser en triangle, diviser en quadrilatère, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Le deuxième problème, donc le problème de la forteresse. Alors, dans le problème de la galerie d'art, on avait un polygone et on voulait surveiller l'intérieur du polygone. Dans le problème de la forteresse, eh bien, on va placer des caméras dans les sommets du polygone, mais on veut surveiller l'extérieur du polygone. Et on va se demander quelle est la borne minimale pour toutes les forteresses à n côtés. Et alors, en 1983, le théorème de O'Rourke et Wood, en fait, O'Rourke est un mathématicien qui a écrit tout un livre sur le problème de la forteresse. On peut d'ailleurs trouver le PDF en ligne. Alors, cette borne, c'est pas exactement la partie entière de n sur 2. Je ne sais pas si c'est un nom. C'est le plus petit entier qui est au moins égal à n sur 2. Donc, si vous regardez ici, j'ai pris un heptagone, donc 7. 7 divisé par 2, c'est 3 demi. Le plus petit entier qui est au-dessus de 3 demi, c'est 4. Et effectivement, si vous mettez des caméras au sommet du polygone, vous en avez besoin d'un minimum de 4 pour surveiller tout l'extérieur de ici mon polygone qui est un heptagone. C'est facile de voir qu'on ne peut pas avoir une meilleure borne que ça. Vous avez juste simplement à prendre un polygone convexe régulier à n côtés et vous devez placer des caméras minimalement à tous les deux sommets pour couvrir l'extérieur. Et puis ici, bon, si j'avais 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, bien, je peux me retrouver avec deux qui sont proches. Donc, on ne peut pas faire mieux. OK. J'aurais peut-être eu le temps de mettre plus de détails pourquoi c'était exactement cette borne-là. C'est un peu plus compliqué que la preuve de tout à l'heure, mais c'est quand même un algorithme de théorie des graphes. Alors, à ce moment-là, ce qu'on veut voir, c'est qu'on va toujours pouvoir utiliser ce nombre-là de couleurs. Je pourrais dire un mot s'il reste du temps, mais je n'ai pas préparé de diapositive là-dessus. Je voulais garder un peu de temps pour dire un mot sur les algorithmes. Alors, en géométrie algorithmique, on va s'intéresser à créer des algorithmes performants, c'est-à-dire dont le temps de calcul n'explose pas quand n est très grand. Et un des algorithmes importants, je vous ai dit, un grand problème en mathématiques, c'est le problème de la triangulation d'un polynôme. Et à ce moment-là, je vais discuter d'un algorithme pour cette triangulation. Il y en a plusieurs, je ne discute que des idées d'un seul. Une des difficultés, d'ailleurs, c'est qu'il faut avoir... C'est que vous, quand vous avez un polygone, vous avez le dessin devant vous. Mais un ordinateur, il ne fonctionne pas avec le dessin d'un polygone. Pour lui, un polygone, c'est une suite de points qui sont les sommets. D'ailleurs, ce qui m'a surpris quand j'ai regardé ce problème-là, il y a tout le livre de O'Rourke. Prenez une suite de points. Est-ce que c'est la frontière d'un polygone? Ce que vous ne voulez pas quand vous prenez... Je prends un premier point, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ce que je ne veux pas, c'est faire ça. OK? Ça, ce n'est pas un polygone. C'est quoi un algorithme pour décider qu'une suite de points forme un polygone? J'ai remarqué que je me suis posé la question récemment, j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé d'algorithme là-dessus, mais c'est évident que si vous voulez faire un algorithme pour un polygone avec un très grand nombre de points, il faut que la suite des points que vous vous donniez soit la frontière d'un polygone. Alors, l'ordinateur, lui, il fonctionne avec, quand vous vous donnez un polygone, vous donnez les coordonnées de ce point-là, de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci. Et puis, bon, on pourrait dire, mais parce que le point, il ne faut pas oublier que je pourrais avoir
pourrais faire des polygones comme ceci. Donc, je n'ai pas de contradiction à avoir un sommet à cet endroit-là. C'est juste qu'il ne doit pas être au même endroit dans le cercle. Alors, les idées que je vous avais décrites ci-dessus quand j'ai parlé de triangulation d'un polygone, bien, j'ai dit on peut prendre 3 sommets au hasard. Et puis, si c'est une oreille, bien, on coupe l'oreille et puis ensuite, on s'occupe de trianguler ce qui reste. On pourrait au contraire prendre 3 sommets au hasard. Si ce n'est pas une oreille, bien, chercher le sommet le plus proche, couper là, on divise en 2 polygones. En général, ces idées-là, si on ne fait pas attention, ça va nous donner un algorithme dont le nombre d'étapes, alors en général, quand on parle d'algorithme, ce qui nous intéresse, c'est quand n est très grand, la complexité d'un algorithme. Pour les informaticiens, ce qui les intéresse, c'est que le nombre d'opérations minimum dont on a besoin, c'est une constante fois, et ce qui nous intéresse, c'est l'exposant de n, ici, n carré. Alors, vous voyez que si j'ai besoin de n carré opération, eh bien, quelque chose C n carré, par exemple, c'est beaucoup plus d'opérations quand n est grand qu'une autre constante fois n, par exemple. Donc, c'est un peu... Alors, en général, ce qui intéresse les informaticiens dans la complexité d'un algorithme, ce n'est pas la constante ici, c'est la manière dont le nombre d'opérations dépend de n. Alors, on peut faire mieux. Et alors, il y a un cas particulier où c'est facile, c'est ce qu'on appelle le cas d'un polygone monotone. Ici, j'ai pris donc je vais vous donner la définition, un polygone monotone par rapport à la direction verticale. Alors, verticale, bien, regardez la frontière du polygone. Elle a j'ai pris la direction verticale, donc je prends le sommet qui est le plus bas pour cette direction-là. J'ai le sommet qui est le plus haut pour cette direction-là. Et puis maintenant, ma frontière du polygone, j'ai un côté gauche et puis j'ai un côté droit. Alors maintenant, si je projette mes sommets sur ma direction verticale, eh bien, regardez, oui, ici j'ai projeté, pardon. OK, pour le côté gauche, bien, le sommet suivant du côté gauche est projeté plus haut, le suivant du côté gauche est projeté plus haut, le suivant du côté gauche est projeté plus haut, le suivant du côté gauche est projeté plus haut, etc. Même chose pour l'autre côté, du côté droit, le premier sommet est projeté au-dessus du sommet minimal, le deuxième plus haut, le troisième plus haut, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un polygone monotone. Alors ici, voici un exemple de polygone qui ne serait pas monotone. Si vous regardez ce sommet-là sur la direction verticale, je vais le projeter ici. Celui-ci, je vais le projeter plus haut. Mais le sommet suivant, je vais le projeter plus bas. Bien sûr, j'ai dit monotone par rapport à la direction verticale. On pourrait faire monotone par rapport à n'importe quelle direction. Ça pourrait arriver qu'il y ait un polygone qui soit monotone, pas pour la direction verticale, mais pour une autre direction. Alors, une triangulation d'un polygone monotone, eh bien, c'est très simple à réaliser. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Bien, OK, j'ai numéroté les sommets en partant d'en haut. Donc, du côté gauche, la lettre G pour le côté gauche, G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G, R. Du côté droit, D0, D1, D2, D3, D4. Alors ici, je pars d'en haut et je regarde le deuxième sommet le plus haut. Eh bien, c'est G1. Alors, je le joins à un sommet du côté droit. Maintenant, le sommet du côté droit, D1, il est plus bas que G1. Donc, maintenant, je pars de D1. Et je regarde les sommets du côté gauche.
eh bien, le suivant auquel je le joins, G2. G2 est plus bas que D1. Donc maintenant, je pars de G2. G2, je prends le premier sommet non utilisé du côté droit. D2, je joins. D2 est plus bas que G2, donc je passe à D2. D2, je vais le joindre à G3, mais G3 est encore plus haut que D2. Donc je continue ici avec mon D2. Je le joins à G4. G4 est plus bas que D2, donc je pars... OK, mais ici, je n'ai rien à quoi je peux joindre, donc je vais passer au suivant que je vais venir joindre ici. Donc, vous voyez que vous avez ce jeu où vous passez d'un à l'autre, et cette partie-là de trianguler un polygone monotone, eh bien, c'est très performant, et c'est réalisé en ce qu'on appelle un temps linéaire, c'est-à-dire une constante fois n. Alors, la deuxième partie de la preuve, bon, bien sûr, il y a très peu de polygones qui sont monotones par rapport à la direction verticale. Bon, on pourrait faire des recherches de d'autres directions. Mais sinon, la deuxième idée, eh bien, c'est de diviser le polygone en polygones monotones. On ne se donne pas la peine de changer de direction par rapport à la direction verticale. Alors, même si le polygone n'est pas monotone, eh bien, je peux encore définir un côté gauche et un côté droit. Et ce que je vais faire, c'est découper le polygone en polygones plus petits en utilisant des diagonales qui vont aller du côté gauche au côté droit. Et alors, je vais avoir, par exemple, je pourrais utiliser un certain nombre c'est ça, il va falloir que j'utilise des bonnes diagonales pour enlever la non-monotonicité. Alors ici, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est possible de faire ça en un temps raisonnable. Donc, en informatique, c'est ça. On peut montrer que ça se fait dans un temps qui est une constante n fois log n. Alors, si vous additionnez quelque chose, donc, trianguler un polygone monotone, ça prend quelque chose de l'ordre de Cn. Et puis, vous avez commencé par diviser en polygone monotone, une autre constante n log n. Si vous additionnez quelque chose, n log n, c'est plus grand que n. Donc, l'ensemble des deux, ça va être une autre constante fois n log n. Ce qui est important, vous le savez en mathématiques, mais en informatique aussi, c'est que log n, c'est beaucoup, beaucoup plus petit que n. Donc, n log n, c'est beaucoup plus petit que n carré. En fait, log n, c'est plus petit que n'importe quelle puissance de n. Donc, n log n, c'est plus petit que n à la 4/3 ou je ne sais quoi. Donc, au total, le temps de l'algorithme, eh bien, c'est de l'ordre d'une constante n log n. Alors ça vous donne, bon, je n'ai pas fait toutes les preuves, mais ça vous donne un panorama des techniques utilisées dans ce problème et pourquoi, entre autres, c'est devenu également un sujet de recherche. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose où vous pourriez écrire un article en trouvant une autre question reliée au problème lors d'un stage d'été, par exemple. Merci beaucoup.